aurait trouvé du sens par rapport à ce qui nous est arrivé et là où on en est aujourd'hui? Est-ce que c'est ça finalement qui peut indiquer qu'on est en train de terminer ce cycle de travail sur soi? Ouais, je pense que la métaphore que je cite en conclusion de mon livre résume ça, c'est-à-dire le kintsugi. Le kintsugi, c'est un art traditionnel japonais qui faisait qu'on réparait les vases précieux ou les porcelaines précieuses, on les réparait avec de la colle teintée de poudre dorée, de façon à ce que toutes les brisures deviennent visibles et belles. Et je crois que c'est vraiment ça pour moi, un travail psychanalytique réussi et terminé. C'est que tout d'un coup, toutes nos cicatrices, on est en paix avec elles, on est content de les porter, et puis on réalise que finalement, ça nous a rendus plus forts. C'est Nietzsche qui disait « ce qui ne nous tue pas nous rend plus forts ». Ça nous a rendus plus forts, mais pas supérieurs. Donc, que les choses soient claires, et pas figées. C'est-à-dire, contrairement aux porcelaines, nous, on est des humains, on a des cicatrices qui sont peut-être jolies maintenant, mais on continue à bouger, et on sait qu'on a en nous les outils pour faire face et continuer à progresser. Bonjour à tous. Il y en a beaucoup des trucs qui m'inspirent. Et je vous en ai partagé pas mal ces derniers mois. Je vous invite à aller regarder vraiment. Il y a plein de partages, d'audio ou de vidéos, de gens que je trouve très inspirants et qui ont une belle expérience, une vraie expérience et pas que de la théorie. Et voilà, j'avais envie de nouveau de le faire via une interview de Mathieu Play. Enfin, une interview de Hélène Vecchiali par Mathieu Play et par Mathieu Play et Gaëtan Le Cire dont j'ai tiré des extraits qui me semblent très intéressants et que je vous partage donc ici. Voilà, bonne écoute à vous et n'hésitez pas à commenter, partager, vous abonner, mettre un j'aime, tous les trucs qui feront du bien à ma chaîne. Voilà, merci, ciao. Du coup, j'ai déjà partagé ça sur d'autres moments d'interview, mais en fait, je considère plutôt les surdoués comme des détecteurs de dissonance que comme des détenteurs d'une vérité absolue. Et dans le livre, il est question de la perception qu'ont les enfants surdoués des contradictions des adultes qui se placent et ont pour mission dans le récit collectif de se placer en tant que référents et en tant que sachants. Et ces enfants, il me semble, peuvent alors rester en sidération devant cette contradiction fondamentale. Les adultes qui se placent en référent sont en réalité incompétents, faillibles, impuissants. Mais comme bien souvent, ils posent un déni sur ces failles, l'enfant surdoué peut alors vivre un traumatisme à l'endroit où les figures tutélaires ne sont d'aucune inspiration. Est-ce que ça te parle et qu'est-ce que tu pourrais nous dire à ce sujet ? Bien, je pense qu'effectivement, c'est un gros sujet et c'est toujours pareil. Les enfants au potentiel intellectuel qui seront dans une famille accueillante, aimante, contenante, auront moins de difficultés parce que lorsqu'ils repéreront les failles de leurs parents, ça sera accueilli. Et par conséquent, il n'y aura pas de conflit interne, il n'y aura pas de conflit de loyauté. En revanche, lorsqu'ils sont dans une famille où les parents sont un peu dysfonctionnels ou toxiques ou non tutorants, eh bien, ces enfants-là vont vivre une grosse tragédie en se rendant compte qu'ils sont dans l'obligation de devenir parents de leurs parents. Il y a une parentification, c'est dur à dire, une parentification qui va être très tôt mise en place. Et ils vont très vite repérer qu'il y a des choses qu'ils ne vont pas pouvoir dire parce que leurs parents ne comprendront pas. Il y a des remarques qu'ils ne pourront pas faire parce qu'elles vont être blessantes. Il y a des réactions qu'ils ne vont pas pouvoir avoir parce qu'elles vont être, elles vont pas être accueillies avec toute la bonne foi qui serait nécessaire. Et par conséquent, ils vont se museler, se ratatiner et au mieux, je le répète, devenir les parents de leurs parents, c'est-à-dire protégeant leurs parents de tout ce qui pourrait les bouleverser. Ok. J'ai une question suivante qui est, est-ce que pour toi, le travail sur soi vise à atteindre un point où l'on constate que le travail sur soi n'est en fait plus nécessaire? Ce que je veux dire par là, c'est
serait plus une déconstruction, un dénuement qu'une construction par ajout? Alors, je pense, moi, que le travail sur soi a un début, un milieu et une fin, mais cette fin ne veut pas dire la fin de la réflexion. Le travail sur soi, c'est vraiment aller rechercher tout ce qui, dans notre inconscient, a été refoulé, toutes les répétitions qu'on a pu faire et tous les liens inadaptés qu'on a pu mettre en place en raison de nos problématiques. Donc, j'ai la conviction qu'il y a le gros du travail qui peut se terminer. Et puis après, bien sûr, on va continuer à aller chercher la poussière dans les coins, mais on a enlevé les gros rochers, on a enlevé les grosses montagnes, on a calmé les tsunamis, on a nettoyé les ouragans et les tempêtes. Et puis, voilà. Mais après, on a mis en place des processus internes de réflexion qui font que, eh bien, on va pouvoir, lorsqu'il se passe un événement, se dire, tiens, une fois le travail terminé, se dire, tiens, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que j'ai fait là? Ah oui, tiens, ah, ça me fait penser que je vais y réfléchir parce que, et trouver encore des petits liens. Je pense que si je devais, je le dis dans mon livre d'ailleurs, si je devais résumer, je crois que un travail sur soi qui est terminé aboutit à quelqu'un qui est de bonne foi. C'est-à-dire bonne foi avec lui-même et bonne foi avec les autres. Et à partir de là, je crois qu'on peut tout aborder, tout recevoir, tout vivre. Il se passe un événement, non. Je suis désolée, mais moi, ça c'est ton ressort, mais ça ne me parle pas, ça ne m'évoque rien. Puis il se passe un autre événement, ah oui. Là, je vois que, bien sûr, c'est cicatrisé, mais la cicatrice est encore chaude. J'aurais peut-être intérêt à y réfléchir encore un peu pour la rendre au moins tiède avant qu'elle soit complètement froide. Voilà, je crois qu'il y a toujours à avancer. Il est certain que quelqu'un qui se dirait « j'ai fini mon travail sur moi, maintenant je suis parfait ou parfaite et tout va bien », c'est qu'il y a encore du boulot. Oui, j'entends. Aussi, sur ce sujet-là, je crois que nous sommes, en tant qu'humains, condamnés à être à la fois juges et parties. Et est-ce que, selon toi, les surdoués ont une façon particulière de gérer ou non cette condition et de la conscientiser? Eh bien, en gros, tu fais du Shakespeare, c'est-à-dire être ou ne pas être, telle est la question. C'est toujours pareil. Je crois que les hauts potentiels intellectuels qui sont de bonne foi vont arriver à gérer cette dualité d'être juge et partie parce qu'ils sauront être présents par moment, donc être, et puis à d'autres moments ne pas être, c'est-à-dire être en recul, voir faire les autres. Je crois aussi que dans les moments d'ennui, les hauts potentiels intellectuels sont très vite dans être juge, être en recul, être à l'extérieur et voir ce qui se passe et de façon plus intense que d'autres humains. Mais sinon, je ne suis pas sûre que ce soit... moi, j'ai ce filtre de la psychanalyse qui fait que peut-être je reviens à mon dada en disant que, au potentiel ou non, si les gens sont de bonne foi, s'ils se connaissent un peu, ils sauront gérer ça plus facilement. En sachant que dans ce groupe de bonne foi et qui se connaissent un peu, les hauts potentiels intellectuels auront un plus dans cette capacité de recul et d'analyse du monde et d'être capable d'être disruptif et créatif par rapport à ça. Ok.
Et justement, je reprends ton terme parce que j'avais marqué, moi, s'autoriser à vivre. Mais finalement, j'ai l'impression que le synonyme dans ta bouche, ce serait plutôt être de bonne foi, donc. Oui. C'est aussi accepter de générer des réactions incontrôlables chez les autres. Et on peut le faire sans le savoir, mais quand on est né avec cette conscience, il est difficile de s'autoriser justement à être et à être de bonne foi. Est-ce que ça t'évoque quelque chose? Alors, est-ce que tu vois ce que je veux dire? Parce que moi-même, je crois que je me suis perdu en disant ça. Ah, c'est vraiment bien. Oui. Je crois que justement, quand les gens sont de bonne foi, ils sont capables de tout accueillir, même si tout d'un coup on voit qu'il y a une grosse difficulté, on arrête, on dit ok, on n'est pas d'accord, on va s'arrêter là, sauf si en face on a quelqu'un qui a des valeurs qui sont insoutenables. Et là, c'est pas parce qu'on est de bonne foi qu'on est devenu le Dalai Lama ou le Christ et qu'on va tendre l'autre joue et qu'on va, je veux dire, être de bonne foi. Ça veut pas dire je vais tout laisser passer et puis ça veut dire quand ça vaut pas le coup, pas aller au combat. C'est-à-dire de mener que les combats qui valent le coup. Et puis sinon, quand on voit que on a affaire à quelqu'un qui justement est de mauvaise foi, on laisse tomber l'affaire et puis voilà. Ok. Je sais pas si ça répond bien à ta question. Oui, ça répond à ma question. C'est ce truc-là, en fait, si tu veux, j'ai remarqué, alors dans mon fonctionnement personnel, j'ai remarqué que j'ai mis très longtemps à capter ça, à capter que je me contrôlais parce que je n'étais pas acceptable à mes propres yeux si je n'étais pas irréprochable, en fait. Donc c'était contrôler par avance le fait d'être irréprochable dans les yeux de l'autre. Donc quelque part, on pourrait dire en extrapolant que si j'étais pas parfait, j'étais pas acceptable dans mes propres yeux, et que si ce regard qui m'était renvoyé comportait ne serait-ce qu'un petit pli en fait dans la façon dont on me voyait, je trouvais ça insupportable. Donc on pourrait rapprocher ça, j'imagine, de ce qu'on disait tout à l'heure, à savoir le narcissisme primaire. On pourrait dire ça comme ça. Oui, d'accord. Donc c'était très en forme chez moi ce truc-là, et pendant très longtemps. Et donc du coup, je me suis juste retrouvé un petit peu sur le cul, je dirais ça comme ça avec mes mots, et je me suis retrouvé sur le cul à voir que je pouvais m'autoriser à susciter de la colère chez les autres, du mépris chez les autres, du jugement chez les autres, alors que jusque-là je me blindais mais tout ce que je pouvais pour ne jamais arriver à cette extrémité. Ouais, exactement, cette incongruité, ouais. J'avais ça comme mot qui venait. Ouais. Et donc voilà, après c'est plus personnel du coup comme vécu, mais j'imagine que ça peut faire écho quand même au vécu de pas mal de personnes. Justement au traumatisme de ce qui était non advenu et qui était difficile de faire un deuil évidemment de quelque chose qui n'était pas présent. Là il parle de la mélancolie. Je me suis demandé, alors là c'est évidemment par rapport à mon histoire, est-ce que ce deuil du non-advenu peut ne pas quand même arriver à un moment donné en regardant que finalement, en dehors de la famille, en dehors de son propre cercle familial, ça existe, simplement on ne l'a pas rencontré. Est-ce que c'est un moyen de pouvoir enfin faire le deuil de ce non-advenu? Tout à fait, c'est une très bonne remarque. Je crois que c'est justement en s'apercevant que les autres ont une maman aimante, les autres ont un papa affectueux, qu'on réalise qu'on l'a pas eu, et qu'à ce moment-là, il y a un travail à faire pour créer en soi ce bon parent qu'on n'a pas eu, ou le trouver chez son thérapeute. C'est-à-dire réparer avec un autre, dont c'est le métier, et avec soi, réparer ces choses qui ne sont pas advenues, c'est-à-dire les rendre visibles. Et à ce moment-là, trouver les moyens pour justement faire ce travail de deuil, pouvoir finir ce deuil, puisqu'on a repéré ce qui manquait. Tu évoques le rôle justement des parents, ta vision du rôle des parents, c'est-à-dire de contenir éventuellement les émotions. Et du coup, je suppose l'idée c'est pas de formater, mais bien de contenir. Tu nous as parlé de Winnicott, qui a développé des choses en termes de théorie par rapport à ça. Et j'en reviens à l'importance de quelqu'un d'autre, qui était Issa Padovani, qui nous disait
toute l'importance de rencontrer, alors peut-être pas uniquement à l'enfance, mais peut-être même après dans la vie d'adulte, de rencontrer des grands, des gens inspirants, et des gens qui ont sans doute une cohérence et qui vont nous réconcilier justement vers le fait de pouvoir enfin s'appuyer vers quelqu'un, enfin se laisser quelque part guider par son expérience, puisque guidé par ses théories, par son expérience, être inspirant. Est-ce que ça a rapport à ce que tu voulais évoquer? Oui, je pense que c'est ce que Cyrulnik appelle les tuteurs de résilience, c'est-à-dire ces personnes-là qui, réelles enfin, je veux dire qu'on rencontre réellement ou qu'on rencontre à travers des livres ou des philosophies, etc., qui aident à réparer et à rebondir de façon saine. Oui. On aurait trouvé du sens par rapport à ce qui nous est arrivé et là où on en est aujourd'hui. Est-ce que c'est ça finalement qui peut indiquer qu'on est en train de terminer ce cycle de travail sur soi? Ouais, je pense que la métaphore que je cite en conclusion de mon livre résume ça, c'est-à-dire le kintsugi. Le kintsugi, c'est un art traditionnel japonais qui faisait qu'on réparait les vases précieux ou les porcelaines précieuses, on les réparait avec de la colle teintée de poudre dorée, de façon à ce que toutes les brisures deviennent visibles et belles. Et je crois que c'est vraiment ça pour moi, un travail psychanalytique réussi et terminé. C'est que tout d'un coup, toutes nos cicatrices, on est en paix avec elles, on est content de les porter et puis on réalise que finalement, ça nous a rendus plus forts. C'est Nietzsche qui disait « ce qui ne nous tue pas nous rend plus forts ». Ça nous a rendus plus forts, mais pas supérieurs. Que les choses soient claires et pas figées. C'est-à-dire, contrairement aux porcelaines, nous, on est des humains, on a des cicatrices qui sont peut-être jolies maintenant, mais on continue à bouger et on a en nous, on sait qu'on a en nous les outils pour faire face et continuer à progresser. Voilà, j'en ai terminé avec les extraits. Je vous conseille vraiment d'aller voir la vidéo en entier. Je vous mets le lien dans le descriptif. Et donc, allez-y, allez consulter la chaîne de Mathieu Pley. C'est vraiment des pépites. Il y a des interviews vraiment sensationnelles qui vont vous apporter beaucoup d'aide sur les sujets de l'humain et tout ce que nous rencontrons au quotidien, surtout quand on se sent déjà un peu à la base en décalage avec la vie. Voilà. Et ben, bonne continuation à vous sur ma chaîne ou d'autres chaînes inspirantes. Salut.